Paris, 1789. Dans les rues, le grondement du peuple résonne comme un tonnerre qui annonce la fin d'un monde. Les pavés sont témoins de cris, de discours, d'espoir, mais aussi de rancune. Les hommes parlent de liberté, d'égalité, de fraternité, mais les femmes, elles, restent reléguées à l'ombre. Au milieu de cette effervescence, une silhouette se détache, une femme vêtue simplement, mais qui porte en elle une audace peu commune. Elle ne brandit pas une épée, mais une plume. Elle ne commande pas une armée, mais des mots. Ses armes? Les idées. Sa mission? Faire entendre que les droits que l'on proclame ne peuvent être complets tant qu'ils excluent la moitié de l'humanité. Elle s'appelle Olympe de Gouges, et son histoire est celle d'un combat mené contre les préjugés, contre la violence politique, et contre le temps. Car en défiant les hommes de pouvoir, en écrivant ce que beaucoup craignent de dire, elle s'avance sur un chemin qui la mènera de la gloire littéraire à l'échafaud. Voici le destin flamboyant et tragique de l'une des premières grandes figures du féminisme français. Le 7 mai 1748, dans la petite ville de Montauban, naît une enfant qui ne sait pas encore que son nom résonnera un jour dans les livres d'histoire. Elle s'appelle Marie Gouze. Sa famille est modeste, son père officiel, Pierre Gouze, est boucher, un métier respecté mais sans prestige, et sa mère, Anne-Olympe Mouisset, s'occupe du foyer. Mais autour de son berceau, un murmure circule déjà, certains affirment que son véritable père serait Jean-Jacques Lefranc, marquis de Pompignan, un homme de lettres et magistrat influent. Ce doute sur ses origines, jamais dissipé, nourrira chez Marie un sentiment profond de décalage avec le monde qui l'entoure. Montauban, à cette époque, est une ville provinciale encore marquée par les cicatrices des guerres de religion. On y respecte les traditions, et surtout l'ordre social. Les filles apprennent tôt à tenir un foyer, coudre, prier, et se taire. La lecture et l'écriture sont considérées comme suffisantes pour elles, à condition de ne pas dépasser ce qui est jugé utile. Mais Marie, elle, ne se contente pas des limites imposées. Elle observe tout, les conversations des hommes au marché, les sermons des prêtres, les récits des voyageurs. Dans ses yeux, on lit déjà la curiosité et la volonté de comprendre le monde. En grandissant, elle se forge une personnalité vive, parfois jugée impertinente. Ses répliques sont franches, ses questions directes, au point de mettre mal à l'aise certains adultes. Elle rêve de Paris, dont elle entend parler comme d'un lieu où tout bouge, où l'on débat, où les idées circulent. Mais pour l'instant, son univers est limité aux ruelles pavées et aux petites maisons de Montauban. La société dans laquelle elle naît est figée, chacun doit rester à sa place. Or, Marie sent déjà qu'elle ne restera pas dans la sienne. À 17 ans à peine, Marie Gouze voit son destin basculer brutalement. Comme tant d'autres jeunes filles de province au XVIIIe siècle, elle n'a pas voix au chapitre quand il s'agit de son avenir. Son père et sa mère, soucieux de la placer, lui imposent un mariage avec Louis Aubry, un traiteur de Montauban. L'union est conclue rapidement, sans égard pour ses sentiments, comme une transaction où la jeune femme n'est qu'une pièce d'échange. Marie ne s'y trompe pas, elle se retrouve enfermée dans un rôle qu'elle déteste. Elle doit tenir la maison, obéir à son mari, s'effacer. Mais ce costume de femme convenable l'étouffe. Louis-Yves, de son côté, n'a ni l'ouverture d'esprit ni la sensibilité nécessaire pour comprendre l'ardeur intellectuelle de sa jeune épouse. Les disputes éclatent, parfois silencieuses mais lourdes, parfois bruyantes au point que le voisinage en murmure. À 18 ans, Marie devient mère d'un petit Pierre, mais le bonheur espéré ne vient pas. Quelques mois plus tard, la vie lui impose un tournant inattendu, Louis-Yves meurt prématurément. À une époque où le veuvage est souvent synonyme de précarité, beaucoup de femmes se hâtent de se remarier pour retrouver une sécurité matérielle. Mais Marie prend une décision radicale, elle ne se liera plus jamais à un homme par obligation. Ce choix, presque inconcevable pour une femme de son temps, est sa première rébellion ouverte contre la société patriarcale. Libre de ses mouvements mais consciente de ses limites en province, elle rêve désormais d'un autre horizon. Le nom d'Olympe de Gouges, qu'elle inventera bientôt, commence à germer dans son esprit. Ce ne sera pas seulement un pseudonyme, mais un manifeste, celui d'une femme qui veut réinventer sa vie, loin des carcans imposés. Après la mort de son mari,
Marie Gouze sait que rester à Montauban, c'est condamner ses rêves à l'oubli. Elle a 20 ans et un fils à charge, mais aussi une ambition qui ne se laisse pas étouffer. La province lui semble étroite, saturée de regards qui jugent, de conversations qui tournent toujours autour des mêmes banalités. Paris, en revanche, s'impose dans son esprit comme une promesse, celle d'une ville où l'on peut se réinventer, où les barrières sociales sont moins étouffantes pour qui a de l'esprit et de la volonté. Le départ n'est pas simple. Elle doit affronter les murmures, les critiques, une veuve seule, avec un enfant, à Paris. Quelle folie! Mais Marie sait que son avenir se joue là-bas. Elle quitte Montauban avec peu de biens, mais avec cette conviction farouche qui deviendra sa marque de fabrique. À son arrivée, la capitale lui coupe le souffle. Les rues grouillent de marchands, de carrosses, de cris et de rires. Dans les salons, on parle de philosophie, de théâtre, de politique. Les idées circulent plus vite qu'un souffle, et elle comprend qu'ici, une femme peut se frayer un chemin, si elle sait manier l'art de la conversation et celui des alliances. C'est à Paris qu'elle décide de se rebaptiser Olympe de Gouges. Ce nom, plus noble, plus sonore, est une arme, il efface ses origines modestes et donne à sa plume une autorité nouvelle. Elle fréquente les cercles littéraires, observe les mœurs de l'aristocratie et apprend à naviguer entre les mondes. Elle comprend vite que pour exister dans cette capitale bouillonnante, il faut se distinguer et Olympe n'a aucune intention de passer inaperçue. À Paris, Olympe découvre que la scène est un espace où l'on peut dire ce que l'on tait ailleurs. Le théâtre, au XVIIIe siècle, est plus qu'un divertissement, c'est un lieu de débat, de satire, de réflexion sociale. Très vite, elle comprend que c'est là que sa voix pourra trouver un écho. Elle commence à écrire ses premières pièces, d'abord prudemment, en observant les codes, puis avec plus d'audace. En 1784, sa pièce Zamor et Mirza ou le renaufrage qui dénonce l'esclavage des Noirs choque par son sujet. Dans une France encore profondément engagée dans la traite négrière, s'attaquer à ce commerce lucratif est presque un acte de guerre. Les censeurs s'en mêlent, la pièce est retardée, et lorsqu'elle est enfin jouée, elle déclenche de vives polémiques. Certains la traitent de rêveuse, d'autres de dangereuse agitatrice. Mais Olympe sait qu'elle vient de poser un jalon dans sa carrière, elle ne sera pas une auteure de salon, mais une plume engagée. Dans les loges, dans les coulisses, elle fréquente comédiens, dramaturges, philosophes. Elle observe leur art de manier les mots pour séduire ou piquer. Chaque représentation est pour elle une école de stratégie. Si ces pièces ne rencontrent pas toujours le succès populaire, elles marquent les esprits par leur audace thématique. Olympe comprend aussi que le théâtre est un miroir de la société, en racontant des histoires, elle peut toucher des cœurs et bousculer des certitudes. Pourtant, ses choix artistiques lui valent aussi des ennemis. On la trouve trop hardie, trop insistante, trop féminine dans un milieu où les hommes s'accaparent la tribune publique. Mais loin de se replier, Olympe s'en nourrit. Chaque attaque renforce sa détermination. Elle a trouvé son arme, la parole mise en scène. À la fin des années 1780, le vent de la Révolution commence à souffler sur la France. Les rues de Paris bruissent de rumeurs, les cahiers de doléances s'emplissent de plaintes, et l'aristocratie sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Olympe de Gouges, témoin attentive de ces bouleversements, ne reste pas spectatrice. Elle se lance dans un nouveau champ de bataille, la politique. Mais, à une époque où les femmes n'ont aucun droit politique, son engagement choque. Elle publie des pamphlets, des brochures, des lettres ouvertes où elle appelle à la justice, à l'égalité et à la réforme sociale. Elle écrit surtout la pauvreté, l'éducation, la fin de l'esclavage, la protection des enfants abandonnés. Sa plume est rapide, incisive, parfois provocatrice, et elle ne ménage ni les hommes de pouvoir ni les institutions figées. En 1791, Olympe frappe un grand coup en rédigeant la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. C'est une réponse directe à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui, selon elle, oublie la moitié de l'humanité. Dans cet audacieux manifeste, elle proclame que « la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Elle y réclame l'égalité dans le mariage, dans l'accès à la propriété,
et même dans la participation aux affaires publiques et des idées qui font l'effet d'un coup de tonnerre dans une société encore profondément patriarcale. Ce texte la propulse sur le devant de la scène révolutionnaire, mais aussi dans la ligne de mire de ses adversaires. Certains l'accusent d'extravagance, d'autres de trahison envers son sexe pour vouloir le mêler aux affaires des hommes. Mais Olympe ne se laisse pas intimider. La révolution, pense-t-elle, doit être totale, elle ne peut pas émanciper les hommes tout en laissant les femmes dans les chaînes de l'injustice. Peu à peu, elle devient une figure incontournable des débats publics, prenant la plume là où d'autres se taisent par peur. Pour Olympe, chaque mot écrit est un pas vers l'égalité et elle est prête à les multiplier, même au risque de sa liberté. Au cœur de la Révolution, Olympe de Gouges n'est pas une militante docile qui se range derrière un camp. Au contraire, elle cultive une indépendance qui va lui coûter cher. Elle applaudit la fin des privilèges et l'abolition de la monarchie absolue, mais refuse la violence aveugle qui ensanglante Paris. Pour elle, la Révolution doit être un projet de justice et de raison, pas une spirale de vengeance. Cette posture la met rapidement en porte-à-faux avec les factions les plus radicales. Elle critique publiquement les excès de la terreur, fustige les procès expéditifs, et n'hésite pas à défendre des figures impopulaires si elle estime qu'elles sont injustement traitées. Elle ose même plaider pour que Louis XVI ait droit à un procès équitable, position qui la fait passer pour une royaliste aux yeux des sans-culottes. Dans les clubs politiques, certains la traitent de traîtresse, d'autres de femme, dangereuse, dont la langue doit être réduite au silence. Mais Olympe ne se contente pas de défendre les opprimés d'un jour. Elle prend également position contre l'esclavage dans les colonies, écrit des textes en faveur du divorce, réclame des politiques sociales pour lutter contre la misère et la mendicité. Ses écrits, placardés sur les murs de Paris, sont lus autant par le peuple que par les élites. Chaque nouvelle publication est un pavé lancé dans la mare politique. Elle sait qu'elle se fait des ennemis, mais son tempérament la pousse à préférer l'isolement à la compromission. Dans les cafés, on murmure que cette femme est trop libre, trop insolente, trop engagée. Elle, au contraire, se réjouit que ses mots fassent trembler les puissants. Olympe de Gouges vit alors dans un climat tendu où la frontière entre la liberté d'expression et la condamnation à mort devient chaque jour plus mince. Mais plutôt que de se taire, elle redouble d'ardeur. Comme elle l'écrira peu avant sa chute, si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. À mesure que la terreur s'installe, Paris devient une ville où chaque mot peut condamner. Les murs ont des oreilles, les amis se font rares, et la suspicion est partout. Olympe de Gouges, elle, persiste à publier ses textes, mais le prix à payer devient de plus en plus lourd. Ses prises de position contre Robespierre et les Jacobins lui valent d'être mise sous surveillance. On suit ses déplacements, on intercepte ses lettres, on épie ses rencontres. Dans les salons où elle était jadis invitée, les conversations se taisent à son arrivée. Certains de ses alliés politiques prennent leur distance, craignant que sa présence ne les entraîne dans la tourmente. Même parmi ses proches, la peur s'installe, la soutenir ouvertement, c'est risquer l'arrestation. Olympe sent que l'étau se resserre. Elle continue pourtant d'écrire. En 1793, elle publie des affiches dénonçant la dérive autoritaire du Comité de salut public, et elle ose proposer une nouvelle forme de gouvernement plus démocratique, où la voix des femmes compterait autant que celle des hommes. Ses écrits sont placardés sur les murs de Paris, vite arrachés par la police, mais suffisamment lus pour inquiéter les autorités. Dans cette atmosphère oppressante, Olympe vit presque recluse. Ses revenus diminuent, ses pièces ne sont plus jouées, et ses soutiens se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, elle ne songe pas à fuir. Elle croit que la vérité doit être dite, même si elle dérange, et que se taire reviendrait à trahir ses convictions profondes. Ce courage, que certains appellent témérité, la place de plus en plus au bord du gouffre. Dans les couloirs du pouvoir, son nom circule avec celui des « ennemis de la Révolution ». Les regards qui autrefois brillaient d'admiration se teintent désormais de pitié ou de peur. Mais Olympe, fidèle à elle-même, ne recule pas. Elle sait que la lutte pour la liberté et l'égalité se joue aussi dans la solitude la plus absolue. L'automne 1793. Paris est une poudrière. Les dénonciations pleuvent,
les charrettes de condamnés passent chaque jour devant une foule habituée à l'odeur de la peur. Dans ce climat, Olympe de Gouges prépare un nouveau texte politique où elle critique ouvertement Robespierre et plaide pour une république fédéraliste, où chaque région aurait plus d'autonomie. Elle y défend, une fois de plus, l'égalité totale entre hommes et femmes. Mais cette fois, sa franchise la conduit droit dans la gueule du loup. Le 20 juillet 1793, alors qu'elle se rend pour afficher son dernier écrit sur les murs, elle est arrêtée. Les gardes la connaissent bien, cette femme, disent-ils, est une intrigante, une ennemie du peuple, qui abuse de la presse pour semer la discorde. On la conduit à la conciergerie, prison glaciale où les cellules sont pleines de ceux qui attendent la guillotine. Dès le premier interrogatoire, les accusations tombent, elle est coupable de propos séditieux, d'attaques contre le comité de salut public, et surtout, d'avoir voulu rétablir la monarchie, en défendant un procès pour le roi. Olympe se défend avec énergie, rappelant qu'elle n'a jamais prôné le retour au trône, mais simplement réclamé la justice pour tous, sans exception. Dans les jours qui suivent, elle est privée de la possibilité de préparer correctement sa défense. On lui refuse un avocat sous prétexte que ses écrits parlent pour elle. En réalité, son sort est déjà scellé. Les Jacobins veulent faire un exemple, réduire au silence une femme qui a osé défier leur autorité et montrer que la tribune publique n'appartient pas au sexe féminin. Malgré l'angoisse qui grandit, Olympe conserve une dignité qui impressionne même certains geôliers. Elle écrit encore, grattant sur de petits morceaux de papier des messages d'adieu et des réflexions politiques, comme pour prouver que la prison ne peut pas museler sa pensée. Le 2 novembre 1793, Olympe de Gouges est extraite de sa cellule humide de la conciergerie. Dans les couloirs sombres, l'air est lourd d'humidité et de murmures. Elle sait que ce jour sera probablement le dernier. On la conduit au tribunal révolutionnaire, cette machine implacable qui, sous couvert de justice, expédie chaque jour des dizaines de condamnations à mort. Dès l'ouverture de l'audience, l'atmosphère est hostile. Les juges, inflexibles, lui reprochent ses écrits jugés, contre-révolutionnaires, et son opposition aux méthodes du comité de salut public. On l'accuse de vouloir semer la division dans la République en prônant un système fédéraliste et en critiquant ouvertement les dirigeants. Sa défense est simple, mais puissante, elle revendique la liberté absolue d'écrire et de penser, rappelant qu'aucune révolution ne peut se prétendre juste si elle réduit ses opposants au silence. Mais dans ce tribunal, la parole d'une femme, surtout celle qui dérange, ne vaut rien face à la décision déjà prise. Les témoignages à charge s'enchaînent, souvent basés sur des rumeurs ou des interprétations biaisées de ses pamphlets. Aucun témoin à décharge n'est autorisé. Lorsqu'elle tente de se défendre, ses interruptions sont balayées d'un geste agacé par le président du tribunal. Le verdict tombe comme un coup près, coupable de sédition et d'hostilité envers la République. La sentence est immédiate, la mort, par la guillotine. À l'annonce du jugement, Olympe ne pleure pas. Elle se tient droite, le regard fixé sur ses accusateurs, et lâche une dernière phrase qui glace la salle. Vous allez tuer une femme dont le seul crime est d'avoir voulu la liberté pour tous. En quittant la salle, elle croise les regards curieux du public. Certains détournent les yeux par peur d'être associés à elle. D'autres, en silence, la saluent d'un hochement discret. Olympe avance, les fers au poignet, mais la tête haute. Elle sait désormais que son nom ne s'éteindra pas avec elle. Le 3 novembre 1793, l'aube se lève sur un Paris couvert d'une brume froide. Dans la cour de la conciergerie, Olympe de Gouges attend, vêtue d'une simple robe blanche, symbole de pureté. Les charrettes grincent, emportant leur lot de condamnés vers la place de la Révolution. Les sabots des chevaux résonnent sur les pavés, rythmant une marche funèbre que la ville semble connaître par cœur. Olympe monte dans la charrette, entourée de gardes armés. Sur le chemin, elle croise les visages des Parisiens, certains l'ignorent, d'autres la regardent avec curiosité, et quelques-uns, en silence, semblent comprendre qu'ils assistent à la fin d'une voie libre. Elle garde le dos droit, ne montrant aucun signe de peur, observant une dernière fois les rues de cette ville qu'elle a tant voulu éclairer de ses idées. Arrivée sur la place, l'odeur métallique du sang se mêle à celle de la paille humide. La guillotine se dresse, rouge et noire, silhouette menaçante contre le ciel gris.
On lui lit une dernière fois sa sentence, mais elle ne répond pas. Ses yeux sont fixés sur la foule, et un léger sourire passe sur son visage, comme si elle voulait défier la mort par un dernier éclat de dignité. Les aides du bourreau lui attachent les mains, mais elle se tourne vers eux et prononce calmement. « Enfant de la patrie, vous tuerez la pensée aujourd'hui, mais demain elle renaîtra. » Quelques instants plus tard, la lame s'abat. Le silence qui suit est lourd. Dans l'anonymat des fosses communes, son corps disparaît. Mais son nom, lui, s'inscrit dans l'histoire. Car Olympe de Gouges n'était pas seulement une femme de lettres, elle était une pionnière du féminisme, une visionnaire qui, en pleine révolution, osa écrire la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, défiant un monde où la moitié de l'humanité restait invisible. Son héritage traversera les siècles. Des générations de militantes reprendront son flambeau, et dans les livres, dans les discours, dans les combats pour l'égalité, son nom deviendra synonyme de courage et de lucidité. Elle n'a pas seulement marqué la Révolution française, elle a ouvert la voie à une révolution bien plus vaste, celle de l'émancipation des femmes. Olympe de Gouges n'a pas seulement traversé la Révolution française, elle l'a confrontée. Dans une époque où les femmes n'étaient destinées qu'au silence ou à la soumission, elle a osé réclamer leur place, leur droit à la parole, leur droit à exister comme citoyennes à part entière. De Montauban à Paris, de veuve provinciale à figure politique redoutée, elle a prouvé que le courage n'a pas besoin de sabre pour faire trembler les puissants, une plume et une voix suffisent. Son destin tragique rappelle que les grandes idées se paient parfois au prix fort. Mais il rappelle aussi que ces idées survivent à ceux qui les portent. Aujourd'hui encore, ses écrits résonnent comme un avertissement, une liberté qui exclut la moitié de l'humanité n'est pas une vraie liberté. En racontant la vie d'Olympe de Gouges, nous ne faisons pas seulement un devoir de mémoire. Nous portons son combat dans le présent. Chaque fois qu'une femme prend la parole, vote, ou revendique son égalité, c'est un peu d'Olympe qui vit encore. Et maintenant, à vous d'agir, si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, et partagez cette vidéo autour de vous. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous retenez d'Olympe de Gouges, et quelle autre grande figure de l'histoire vous aimeriez découvrir. Parce que l'histoire n'est pas seulement un souvenir, c'est une force pour construire l'avenir.